Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Soins équestres thérapeutiques est en pleine croissance. Alors, pour nous en parler, je reçois sa propriétaire, Madame Carole Dubois. Madame Dubois, bonsoir. Bonjour. Madame Dubois, soins équestres thérapeutiques, ça existe depuis combien de temps? Bien, Soins équestres thérapeutiques, c'est un organisme qui a vu le jour, dans le fond, en février 2007. OK. Et puis, le comité s'est formé tranquillement. Les activités ont vraiment pris, je dirais, en février-mars 2008. Parce qu'on parlait du centre équestre Maloli, mais oui. Par contre, ça reste là quand même. Oui, exactement. Ça n'a pas dérangé. Sauf qu'on a greffé autre chose. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, moi, Centre équestre thérapeutique Maloli existe depuis bientôt, ça va faire 4 ans en août 2009. Sauf que les centres équestres en équitation thérapeutique, partout à travers le Québec, dans le fond, est joint d'un organisme à but non lucratif. Alors nous, quand moi j'ai parti, j'avais pas entrepris les démarches pour trouver des partenaires, aller trouver des membres pour créer un organisme à but non lucratif. Ce qui s'est fait tranquillement, et puis là, elle est existante. Parce qu'il faut bien le spécifier, là, quand on parle de soins équestres thérapeutiques, c'est un OSBL, là, organisme sans but lucratif. Ça, exactement. C'est important de oui, le c'est dire. important, exactement. Parce que, et je veux en venir à ça, c'est que vous avez reçu un honneur également, parce que ça vient d'être reconnu entreprise d'économie sociale par le CLD de Rouyn-Noranda. Oui, c'est un bel honneur, ça. On est bien heureux de ça, parce que c'est des démarches, hein, c'est vraiment un processus qui est long. C'est la récompense de beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bien, ce qui est important, c'est que quand on fait les efforts pour être reconnu, puis que ça donne des résultats, après ça, il y a une suite. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, en étant reconnu, on peut faire des démarches, on peut faire des demandes de subventions, on peut approcher les gens et dire, écoutez, nous, on est reconnus comme entreprise d'économie sociale. Déjà là, ça donne une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Là. Exactement, c'est sûr. Le fameux cahier promotionnel, on peut en parler, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. On peut parler aussi que vous avez reçu une subvention par la Fondation Chouette du Président. Oui. Moi, je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui parce que justement, c'est vraiment ce message-là que je veux partager. C'est que nous, avec cet organisme-là, on a eu la possibilité d'avoir une subvention l'année passée pour permettre à 18 enfants de poursuivre 24 séances en équitation thérapeutique. Là, présentement, il nous reste quelques places à combler pour combler les 18 places disponibles. Alors ça, c'est la Fondation Le Choix du Président qui nous a permis ça. Comment vous avez été choisi pour ça? C'est spécial parce que moi, j'ai fait parvenir notre cahier promotionnel de l'organisme chez Provigo à Évin. Puis le dirigeant à ce moment-là a trouvé ça très intéressant, puis il a fait parvenir ça à plus haut. À plus haut, OK. C'est ça. Et puis là, après ça, ça s'est ensuivi, les démarches se sont ensuivies avec cette personne-là. Puis elle me disait que il voulait vraiment faire un impact là, au niveau de la MRC là, de Rouyn-Noranda, puis ils nous ont choisi pour faire cet impact-là. Ça veut dire que ça va permettre à des enfants d'aller en soins thérapeutiques. Exactement. Équestres. Exactement. Ce qui arrive, c'est que, pour poursuivre un plan d'intervention d'équitation thérapeutique, on travaille en lien avec le centre jeunesse, avec leur foyer, etc. Sauf que c'est souvent les familles avec qui on travaille, c'est des familles qui n'ont pas nécessairement le budget pour poursuivre l'équitation thérapeutique avec leurs enfants. Oui. Et puis, c'est sûr que aussi, c'est pas connu beaucoup encore. On en fait beaucoup la promotion. Ça fait notre 4e année qu'on va exister. Sauf qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait en équitation thérapeutique, tu sais? Oui, parce que, est-ce que je me trompe en disant que, encore les gens ont la mentalité, et c'est normal aussi, de dire comment un centre équestre peut donner des soins
à une personne, Exactement. à un être humain. Exactement. On ne fait pas le lien encore. Non, c'est ça. On voit l'activité, on voit l'équitation, on voit la zoothérapie, on voit vraiment que, bon, un enfant qui aime déjà les animaux, moi, souvent, les gens vont m'appeler, vont me dire, regarde, mon enfant adore les animaux. Fait que je suis certaine, ça va venir y apporter quelque chose. Mais un coup qu'ils ont commencé l'équitation thérapeutique, ils disent, hey, je pensais pas que c'était ça. C'est ça, Tu sais, l'impact que ça donne autant physique, au niveau moral, relationnel, social, comportemental, ça vient jouer sur l'ensemble. Donc, moi, je suis content qu'on en parle, Mme Dubois, de ça, parce que on sait que le choix du président, c'est gros. Oui, c'est absolument. Très, très, très gros. On était très heureux. Qu'une fondation comme ça puisse donner une subvention pour aider des jeunes. C'est ça. Ce sont des jeunes qui sont handicapés. Oui. Puis vous êtes là pour essayer le plus possible de rendre ces jeunes-là heureux, puis même de faire une thérapie avec ces enfants-là. Puis, très souvent, et vous l'avez bien dit, les sous ne sont pas là très souvent. Non, c'est ça. Puis, parce qu'il faut dire que ça coûte quand même un certain montant d'argent. Puis on a des bénévoles qui comblent justement pour que le montant soit le plus bas possible. Mais encore n'est pas donné à toutes les bourses. Non, exactement. Donc, quand Choix du président arrive et donne une subvention et que vous pouvez avoir 18 jeunes c'est une subvention de 20 000 Bravo, Choix du président. Et je dis Choix du président parce que c'est eux autres. Ce serait n'importe quelle entreprise. Ça serait bravo. Puis moi, aussi, ce que je voulais apporter, c'est que, voyez-vous, c'est que vu que c'est méconnu un peu dans les régions, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est les gens de l'extérieur qui nous aident. Parce que les gens de l'extérieur, comme elle était très au courant, c'était quoi l'équithérapie? Elle était très, très au courant, c'était quoi l'équitation thérapeutique? Parce que dans les grands centres, ça existe de plus. La promotion, il y a beaucoup plus il y a de centres aussi qui sont ouverts. C'est plus reconnu. Fait que cette personne-là était au courant. Fait que donc déjà, c'est un plus. Déjà, c'est un plus. C'est ça, exactement. Tandis que si en région, on a aussi, faut que je le spécifie parce que c'est très important, on a aussi le restaurant McDonald's qui a permis à un enfant un plan d'intervention qui vient justement de se terminer, puis on est allé leur remettre la finalité de ça. Tu sais, c'est ça, ça se fait, mais au niveau local, régional, il y a encore beaucoup. Et malheureusement, c'est encore un peu méconnu, mais c'est avec des personnes comme vous, c'est avec des organismes comme Choix du président, comme McDo aussi. Exactement. C'est avec ce genre d'organisation-là qu'on va promouvoir et faire connaître encore plus c'est quoi que des soins thérapeutiques équestres. C'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça va être plus accessible, en tout cas. Oui, exactement. On dit, d'abord, vous avez un site web. On va en parler tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Alors, si on... c'est nouveau de cette année. Avec l'organisme et puis Maloli, on voulait justement, être sur le web, hein, c'est tellement... le monde m'appelait et me disait, écoute, avez-vous un site Internet, tout ça. Non, puis bon, on est très heureux aussi de ça cette année, c'est nouveau. Par contre, il nous reste encore beaucoup d'informations parce que là, dans le fond, c'est la base là, qu'on a réussi à faire. Alors, on veut aller justement mettre de l'information, aller chercher des documents qu'on peut, que les gens puissent justement aller lire le plus possible sur l'équithérapie, sur les bienfaits, sur nos services, comment ça fonctionne, vraiment essayer d'aller mettre le plus possible d'informations en étant aussi très... C'est important, ce site-là, j'en suis persuadé, parce que comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas méconnu, mais c'est moins connu. Parce que j'aime pas dire que c'est méconnu, là, c'est pas vrai. Sûr. Mais c'est moins connu parce que c'est nouveau en région. C'est ça. Alors, sur le site web, on peut donner l'adresse. Oui, c'est www.malolie. Malolie, c'est MALOLIE.com. Alors, vous pouvez avoir tous les renseignements que vous pouvez, vous pouvez entrer en contact aussi avec Mme Dubois à ce moment-là. Programme d'hypologie et d'équithérapie en milieu scolaire. Oui.
Ça, c'est un projet que je voulais faire, que j'ai travaillé dessus. Ça faisait longtemps, mais il existe déjà ce projet-là au Québec. Je voulais vraiment essayer de l'intégrer dans les écoles. Pourquoi? Bon, ben l'hippologie, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'étude du cheval. C'est l'étude c'est ça, du cheval. Et puis, l'équithérapie, c'est l'utilisation du cheval, là, à différentes fins. Fait que c'est un mélange des deux, dans le fond. Puis, nous, à la fin de l'année scolaire, on a souvent des écoles qui viennent passer une journée d'activité à notre centre. Alors, on voit l'impact. Les enfants sont intéressés par l'animal, sont vraiment intéressés par l'environnement. Il y a des plus passionnés, mais tous et chacun sont contents d'embarquer. Il y en a qui n'ont jamais embarqué, il y en a d'autres qui ont des chevaux. Fait que l'enfant, c'est vraiment... c'est une activité qui est vraiment adaptée, je trouve, pour eux. Puis, je voulais donner un petit plus, dans le fond, c'est que on a un outil que j'ai réussi à aller chercher. C'est un beau petit livre avec... mon carnet d'équitation. Et puis vraiment, c'est très imagé. C'est vraiment fait pour le milieu scolaire. Et puis, avec ce carnet-là, on voulait intégrer l'école, aller dans la classe, puis prendre un avant-midi, puis à montrer l'équipement. Aller vraiment... faire une étude. Puis, il y a un projet scolaire que l'enseignant aussi peut faire avec ses étudiants. Puis après ça, en fin d'année, venir passer la journée chez nous. Puis là, faire l'action et faire l'activité. Madame Dubois, quand on parle de parrainer un enfant, parrainer un cheval, parrainer un poney, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça drôle, mais c'est quand même sérieux. C'est sérieux. Ça, c'est justement notre projet promotionnel qu'on a sorti l'année passée. Nous, on a approché les organismes, les entreprises, à dire, nous, on a un manège intérieur. Alors, dans ce manège intérieur, il y a un pare-bottes. Le pare-bottes, on peut voir ça un petit peu comme une bande d'aréna là, pour la glace. Oui. Alors, il y a possibilité de mettre des affiches promotionnelles sur le pare-bottes et également sur les murs qui entourent ça, vu que c'est un manège intérieur. Fait que nous, dans le fond, on a dit, on pourrait approcher les entreprises, les organismes, et puis leur proposer de parrainer un enfant. Comme un exemple, je vous dirais, différents organismes. Moi, j'ai nommé le McDonald's tantôt, mais il y en a d'autres, comme un exemple, le club Kiwanis Les Muses, etc., qui ont justement participé à ça. Ce qu'on offre la possibilité, c'est soit de parrainer un enfant d'une durée de soit 8 séances d'équitation thérapeutique ou d'une durée de 24 séances. Alors, à ce coup-là, il y a possibilité que l'enfant puisse poursuivre un plan d'intervention et c'est soit une entreprise ou un organisme qui le parraine. En échange, on remet un cadre avec photo, l'information de l'enfant tout au long du processus, etc. Un t-shirt avec l'effigie de l'entreprise c'est ça. Fait que c'est vraiment un beau projet. Madame Dubois, le temps on tire sur la fin. On peut vous rejoindre à quel endroit? À Évin, au 81 rang 10, ouest à Évin. Notre numéro de téléphone, c'est le 819-768-0460. Et puis, écoutez, j'invite les gens à venir voir les installations. On offre différents services. Vous projetez aussi peut-être bientôt de faire genre porte ouverte. C'est toujours exactement. Qui peut arriver. On a un camp aussi de jour. On intègre des personnes handicapées dans le camp, etc. C'est vraiment extraordinaire. Madame Dubois, merci beaucoup. Puis bon succès. Puis longue vie à votre camp. C'est vraiment à votre camp et à votre centre équestre et organisme. Et longue vie à vous aussi également. Beaucoup. Merci parce de que les reçu jeunes ont encore besoin. Une fois, on est bien gâtés. Mais c'est moi qui vous remercie. Puis je vous souhaite un bon été, madame. Merci. Alors, courte pause et on vous revient. Restez avec nous. L'industrie forestière est en panne depuis déjà un certain temps et la crise économique qui sévit actuellement ne l'aide sûrement pas. Alors, pour nous en parler, je reçois le vice-président de la région nord de Nord-Bord, M. Jean Roy. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. M. Roy, on dit que déjà l'industrie forestière est mal en point. On sait que ça fait quand même quelques années. Est-ce que la crise économique qui sévit actuellement la rend encore plus vulnérable?
Oui, définitivement, parce que la crise économique, dans le fond, c'est une crise du crédit. Alors, les entreprises financières, forestières, qui depuis 2006-2007 perdent continuellement de l'argent, puisent dans leurs réserves, mais là, ils arrivent au bout. Et quand vient le temps de se refinancer, c'est pas plus facile pour les compagnies forestières que ce l'est pour des entreprises comme GM, par exemple, ou Chrysler. Donc, ça rend la crise encore plus aiguë, dans le sens où là, les entreprises commencent à manquer de liquidité et, dans certains cas, sont obligées soit de se mettre sous la protection de la loi ou carrément de déposer leur bilan. Est-ce que, d'après vous, si on revient à l'industrie forestière, est-ce que, d'après vous, 2009 va être encore plus dur, plus difficile que 2008? Je pense qu'au niveau des marchés, 2009 devrait être un petit peu mieux que 2008. Par contre, on va voir en 2009 la conséquence de ce qui s'est passé en 2008 puis en 2007. Il y a des compagnies qui vont manquer d'argent avant que la reprise ne soit palpable pour elles. Et moi, je m'attends à d'autres fermetures majeures au niveau de l'industrie forestière au Canada comme aux États-Unis. On parle beaucoup de Abitibi-Bowater, qui est vraiment là, un petit peu le centre ici, de chez nous. Si cette entreprise-là devait fermer ses portes, on sait qu'elle doit entre 6 et 8 milliards. Le gouvernement est prêt à lui garantir 100 millions. Il me semble que 100 millions sur 5, 6 ou 7 milliards, c'est peu. Ben, effectivement, si vous faites le calcul, c'est peu, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle du gouvernement de sauver des entreprises forestières? Je pense que non. Le gouvernement peut aider, c'est ce qu'ils font. Mais de là à les sauver, peut-être pas. Puis il faut aussi se mettre dans la peau des compétiteurs d'Abitibi, qui eux ont peut-être pas les mêmes difficultés pour toutes sortes de raisons, qui voient peut-être pas d'un très bon œil que le gouvernement contribue. Donc il faut... Je pense que l'effort est important parce qu'Abitibi-Bowater est un employeur majeur au Québec en particulier. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que les gouvernements sauvent les compagnies forestières. Le gouvernement n'est pas le sauveur de ces entreprises-là. Non, non, puis il n'y a pas à l'être non plus. C'est pas son mandat. Exactement. Quand vous dites que les deux usines de panneaux OSB, soit celui de La Sarre et celui de Val-d'Or, devraient fonctionner comme l'an passé ou environ, ça veut dire qu'on ne prévoit pas de mise à pied? Ben, c'est-à-dire que ce qu'on a fait l'an dernier, c'est qu'on a opéré à peu près 60% du temps. On parle de 37 semaines sur 52, à peu près. Environ. C'est ça. Okay. Donc, c'est un mode d'opération qui nous a bien servi l'an dernier. On pense que cette année, on est capable d'opérer comme ça. C'est ce qu'on fait depuis le mois de janvier d'ailleurs. Par contre, la grande inconnue pour nous autres, c'est ce qui va se passer au 4e trimestre. Il est clair que si les marchés s'effondrent, les marchés de construction domiciliaire s'effondrent comme on le pense, là, ben, ça peut être pire que ça a été l'an passé. Puis je m'explique en 2 mots. Oui. Dans une année normale, il y a 1 800 000 mises en chantier aux États-Unis. L'an passé, il y en a eu 900 000, la moitié moins. Ça fait que l'industrie fonctionnait à peu près à 50%. On a fait 60, on n'est pas pire. Mais cette année, on prévoit entre 500 et 600 000 mises en chantier. Ça veut dire qu'il y a encore des joueurs de trop. On ne l'a pas senti dans la première moitié de l'année, en tout cas à date, mais on est inquiet du 4e trimestre. Parce que quand vous dites que pas de longs arrêts dus à la bonne stratégie d'opération instaurée il y a quelques années, c'est ce que vous venez de mentionner. Oui, puis c'est plus qu'une stratégie. Hein? On peut bien faire les stratégies qu'on veut, mais si les gens ne livrent pas la marchandise, ça ne marche pas. Alors, je pense qu'on a, autant à Val-d'Or qu'à La Sarre, relevé le défi au niveau des équipes de production, des équipes d'entretien. Nos coûts, quand on opère, sont à peu près les mêmes qu'on avait en 2001. Alors, ça vous donne une idée de l'efficacité des procédés puis de l'efficacité des équipes qu'on a. Donc, tout ça mis ensemble, la stratégie puis l'exécution, font en sorte qu'à date, on s'en est tiré relativement bien, même si on a perdu pas mal d'argent. On est quand même capable de justifier d'opérer. On verra ce qui se passe pour le reste de l'année. Parce que justement, vous venez de dire que vous avez perdu l'argent. Quand on regarde ça, M. Roy, on parle de perte de 45 millions US en 2007. On parle d'une perte de 116 millions US en 2008. 2009, ça peut être quoi? Ben, je répondrai pas à cette question-là. C'est une compagnie publique, alors je peux pas en parler n'importe quand, n'importe comment, mais 2009 va être une année qui devrait ressembler pas mal à 2008. On pense un petit peu mieux pour 2 raisons.
au moment où on se parle, là, au printemps, les prix moyens ont été légèrement supérieurs à ce qu'ils ont été pour la même période l'an passé. Deuxièmement, on a pris des actions comme compagnie, des actions majeures. On a refinancé notre dette l'an dernier, ce qui nous permet de bénéficier de crédits à un taux encore acceptable. Et surtout, on a fermé de façon définitive des usines qui perdaient beaucoup d'argent. Et ces usines-là opéraient l'an passé. Donc, je pense qu'on a posé des gestes pour améliorer notre sort. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on pense qu'il va y avoir moins de mises en chantier en 2009 qu'en 2008. Donc, au net, comment tout ça va finir, je ne sais pas, mais ça sera définitivement pas une année faste pour Norbord ni pour le reste de l'industrie. On parle de combien de personnes, combien de travailleurs pour Norbord? Mais je parle là, au Québec. On peut dire 300. 300? Oui. Parce qu'on parle dans tout Norbord national, international, on parle de 2700 ou environ. Oui. C'est ça. Une question très hypothétique, M. Roy. Quand prévoyez-vous qu'on peut voir d'un peu de lumière au bout du tunnel? Tant je parle de crise forestière que crise économique, d'ailleurs les deux marchent ensemble. Quand, d'après vous, d'après Norbord, on pourrait commencer à avoir un peu de lumière à l'autre bout là-bas? Là? Notre boule de cristal n'est pas très claire, on s'est trompé souvent, mais au moment où on se parle, on pense que la deuxième moitié de 2010 devrait commencer à donner des signes encourageants. On ne repassera pas de 500 000 ou 600 000 mises en chantier à 2 millions du jour au lendemain, mais il va probablement y avoir un redressement, surtout dans la deuxième moitié de 2010. Enfin, les entreprises qui seront encore actives à ce moment-là pourront en bénéficier. Qu'est-ce qui vous dit 2010, vers la fin de 2010? Ce sont des prévisions, c'est sûr. Boule de cristal est embuée, qu'on pourrait dire au moment où l'on se parle. Mais c'est un peu, ce sont les mises en chantier qui sont prévues, peut-être? C'est-à-dire que les mises en chantier qui sont prévues, ça, c'est un chiffre qui dérive de d'autres données. Okay. Alors, ces données-là sont l'inventaire de maisons vides aux États-Unis, qui est énorme. C'est équivalent à peu près à 10 mois ou 11 mois de consommation. C'est beaucoup. Il y a, en maison neuve, alors il y a presque un an de maisons neuves disponibles sur le marché aux États-Unis. Donc, on pense que ces maisons-là vont commencer à se remplir avant que les constructeurs se mettent à en ériger beaucoup d'autres. Deuxièmement, il faut regarder aussi le niveau d'endettement des familles, qui est relativement élevé. On pense que ça va s'aggraver compte tenu des pertes d'emplois qui sont subies à grandeur d'Amérique du Nord présentement à cause de la crise. Donc, il n'y a rien qui, à court terme, nous indique que les mises en chantier vont remonter. Bon, on pense que l'inventaire de maisons va se résorber tranquillement d'ici la fin, d'ici le milieu de 2010, probablement. Et à partir du moment où l'inventaire de maisons représente à peu près 6 mois de consommation, là, ça devient intéressant pour les constructeurs d'en remettre de nouvelles sur le marché. Okay. Et ça devrait commencer à faire tourner la roue. La grande inconnue, c'est qu'est-ce que l'industrie, l'économie américaine va faire entre-temps. On pense que ça va se placer, mais ça ne prendrait pas beaucoup de choses. Il suffirait qu'un géant d'automobile fasse faillite ou de grosses entreprises comme ça fassent faillite pour que ça remette en question, encore une fois, là, ce que la boule de cristal nous dit aujourd'hui. Justement, vous soulevez un très bon point, M. Roy. Là, actuellement, l'industrie forestière, l'industrie hypothécaire, même si on peut l'appeler ainsi, aux États-Unis, ça ne va pas bien du tout. Qu'il s'agit, et vous avez ouvert une parenthèse qui est très plausible, qu'il s'agit d'une faillite. On va parler seulement de GM, disons. Une faillite de GM pourrait entraîner une catastrophe tant au point de vue forestier qu'à peu près dans tous les points de vue possibles. Parce que là, on se ramasse avec un paquet de chômeurs terribles et quand on est sur le chômage, on ne construit pas. Alors, des fois, les gens peuvent dire « Oh, mais GM, ça va venir faire quoi à l'industrie forestière? » Mais ça a un impact majeur. Je vous donne un exemple bien concret. L'usine de Val-d'Or livre pas mal de commodités. Enfin, le plus de commodités qu'on fait s'en va chez Home Depot dans le coin de Détroit. Okay. Imaginez un beau matin que GM ou Chrysler ou Ford fassent faillite et ferme une partie de ses bureaux, ferme une partie de ses usines. Il est plausible que des entreprises comme Home Depot, Lowe's, des grandes chaînes de quincaillerie et de matériaux de construction décident, elles aussi,
de fermer des centres de distribution dans ces régions-là ou des magasins. Évidemment, c'est certain. Ça aurait un impact, si ça arrivait, directement sur Val-d'Or. Est-ce qu'on serait capable d'opérer Val-d'Or dans ces conditions-là? Ça va probablement si loin que ça. Ça va si loin que ça. Ouais, c'est ça. Tout ça est interrelié. Et ça, c'est la nouveauté de 2009. Je dis pas ça parce qu'on la souhaitait, mais c'est la nouveauté de 2009. En plus de la crise du logement qui était due aux pratiques un peu folles des banques américaines qui ont favorisé à outrance l'accès à de nouvelles résidences dans les années 2006, 2007, 2008. Donc, outre ça, il y a maintenant une crise économique qui n'a rien à voir avec la crise forestière, mais qui va fragiliser toute la structure de l'économie nord-américaine et ça va avoir définitivement ça a déjà des répercussions sur l'industrie. Quand on regarde ça, M. Roy, là, puis j'aime ça de ce que vous venez de dire, parce que là, vous venez de soulever un point majeur. Quand on parle d'une faillite, d'un des trois grands de l'automobile, disons, OK, peu importe lequel, Home Depot, Détroit, peut être affecté. Les autres Home Depot autour également, mais ça a une répercussion sur Nord-Bord, Val-d'Or. Oui. Et d'autres. Et d'autres aussi. Mais en particulier, là, on parle maintenant, pour nous autres ici, ça peut avoir un impact négatif à Val-d'Or. Exact. Et par ricochet à la Sarre, peut-être. Et par ricochet à la Sarre. Fait que c'est donc dire que quand on parle de majeur, c'est vraiment là, majeur. C'est ça. À ce moment-là. On va parler de Nord-Bord. Il reste à peine 2 minutes. On va parler en gros de Nord-Bord et très vitement. Vous exploitez des usines, pas seulement au Québec, vous en exploitez à la grandeur du monde. Oui, c'est ça. On a 2 usines au Québec, on a 4 en Europe et si le compte est bon, là, je pense qu'on en a maintenant 8 aux États-Unis, dont 2 qui sont fermées de façon définitive, en tout cas au moins 2 ans, à cause des circonstances économiques actuelles. Quelle est votre plus grosse usine? Elle est située où? En Georgie. L'usine de Cordeal en Georgie est à peu près, pour vous donner une idée, est à peu près 2 fois la grosseur ou la taille de Val-d'Or et la Sarre réunis. C'est peut-être la plus grosse usine d'OSB au monde, mais si c'est pas la plus grosse, c'est la 2e plus grosse. On parle d'une consommation et d'une production énorme dans cette usine-là. On parle d'actifs de 1,1 milliard. On parle de 2700 personnes à son emploi, 15 exploitations. On vient d'en parler aux États-Unis, en Europe et au Canada. C'est beaucoup de personnes. Vous êtes un des plus gros employeurs ici, si on parle là, un peu partout. Vous êtes quand même... à la Sarre, je pense qu'on est 2e ou 3e. Val-d'Or, moins que ça, parce qu'il y a quand même de grosses mines dans ce coin-là. Oui. Mais bon, on essaie de garder nos gens au travail et de garder les gens qui gravitent autour de nos usines au travail, que ce soit en forêt ou dans le transport ou ailleurs. C'est ça qui est important beaucoup, parce que quand on parle de 37 semaines d'exploitation sur 52, des fois, les gens vont dire, ben oui, mais il y a quand même 15 semaines que c'était fermé, mais mieux vaut fermer 15 semaines par année que de fermer peut-être 2 ans complets. Oui, puis dans le fond, ce qu'on regarde, c'est qu'on se dit, bon, il y a eu 50% de moins de construction, on a opéré à 60 et quelques %. Bon, probablement que la stratégie est bonne, mais ça veut pas dire que ça va être bon éternellement. Puis je vous donne un exemple facile à comprendre. Les entreprises qui ferment des usines, comme nous on a fait, ferment les usines dont les coûts de production sont les plus élevés. Alors, ça pourrait faire que le coût moyen de production de l'industrie baisse tout le temps. C'est ça, exactement. Donc, ça nuit à toute hausse des prix, puis ça entraîne des fois de plus en plus de fermetures. On n'est pas à l'abri de ça. Exactement. Monsieur Roy, merci infiniment et on espère que cette crise forestière-là va prendre fin un jour prochain et c'est à espérer. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.